Eh bien, donc, on va pouvoir commencer cette table ronde. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette table ronde intitulée Vent et vivant. Pour animer cette table ronde, on a donc plusieurs invités. On a Monsieur Mathieu Ferry. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier. Et si je ne m'abuse, vous êtes spécialiste en géomorphologie un peu vers l'étude de l'évolution des paysages liés aux événements extrêmes, météorologiques extrêmes, je crois. Ouais, les événements extrêmes en général. Les événements Séismes, extrêmes en général. inondations, météo. Ouais. Parfait. Madame Emmanuelle Figueras, donc vous êtes journaliste indépendante animalière et vous êtes également auteur de livres documentaires sur la nature et sur l'écologie. Tout à fait. Parfait. Et enfin, Monsieur Le Chevalier, Hugo Le Chevalier, vous êtes ingénieur écologue et vous êtes également vulgarisateur scientifique au sein de l'association Ad Naturam. Ouais. Parfait. Donc, pour cette table ronde, on va discuter donc, nous plutôt de l'impact du vent sur les paysages, sur la biodiversité, ainsi que l'évolution donc de cet impact en considérant les changements environnementaux également qui ont été induits par l'homme. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Alors, dans ce cas, j'ai commencé en m'adressant à Monsieur Ferry en vous demandant en fait, en soi, qu'est-ce qu'on entend par le vent et est-ce que le vent est une entité uniforme sur Terre? Très bien. Alors, donc le vent, dans sa définition, on va dire la plus simple, hein, c'est un flux d'air qui se met en place entre deux zones de pression atmosphérique ou de température différentes. Donc, c'est une sorte de rééquilibrage entre deux zones fortement contrastées. Donc, évidemment, hein, plus on va avoir de contrastes, plus les contrastes vont être forts entre la zone émettrice et puis la zone réceptrice, et plus l'intensité du vent va être également élevée. Alors, géographiquement, on peut parler des grands vents qui sont associés aux grandes circulations atmosphériques. Donc, on connaît tous, hein, on a la carte météo en tête avec les anticyclones, les dépressions, et donc des vents qui se mettent en place entre ces anticyclones et ces dépressions. À plus petite échelle, ces grandes unités de vent vont être modulées par la géographie et en particulier par la topographie. Et donc, on va retrouver des vents régionaux de type Mistral dans la vallée du Rhône, de type Tramontane le long des Pyrénées, où là, on va avoir vraiment les reliefs, la vallée, les montagnes, qui vont moduler les vents et les forcer dans une certaine direction. Et en les forçant, on va augmenter l'intensité également. Et puis, à encore plus petite échelle, on va retrouver des vents qui, eux, ont une origine très, très locale. Donc, ça peut être les vents thermiques, qui sont connus des amateurs de parapente et autres. Et ça peut être des vents de type föhn, où on va avoir une mise en place qui va se faire dans la journée, parce qu'on va avoir des zones qui vont davantage chauffer que d'autres. Et puis, à un moment donné, le déséquilibre va suffire à déclencher la mise en place d'un vent. Donc, de façon générale, le vent va être très hétérogène à la surface terrestre. D'ailleurs, là, je parle plutôt des surfaces continentales. Le vent va être très hétérogène et il va être défini par sa direction, son intensité, sa durée. Un vent thermique, ça va se mettre en place dans la journée. Un Mistral, ça va durer des jours, voire des semaines. Donc, on va avoir toutes ces différences de vent qu'on va pouvoir rencontrer. Très bien. Et justement, donc, il y a plusieurs types de vents. Comme vous l'avez dit, certains peuvent durer des semaines, certains peuvent être très locaux. Et justement, en quoi le vent a un impact sur nous, sur nos sociétés humaines, sur nos infrastructures, ce genre de choses? Alors, de façon générale, les gens qui habitent dans des régions ventées, que ce soit sur les côtes ou que ce soit en altitude, où on va retrouver des vents importants également, ce sont des gens qui sont habitués à vivre au quotidien avec du vent.
Et en fait, l'impact il va être principalement ressenti lors des événements extrêmes, les grandes tempêtes, les ouragans, vraiment des gros coups de vent où finalement on va atteindre des vitesses de 100 km/h, 150 km/h et plus. Et c'est vraiment là où on va avoir un impact majeur sur les infrastructures. Donc on va avoir un impact du vent lui-même, donc vraiment la pression du vent qui est induite par la masse d'air. Et là, on a tous les images en tête des tornades aux États-Unis, en Oklahoma, etc., où effectivement l'impact il est immédiat et il est très violent puisqu'on peut détruire des habitations, on peut endommager des infrastructures assez rapidement, mais de façon très intense. Et puis, on va avoir un deuxième impact qui vient de la matière qui est transportée par le vent. Parce que plus le vent est intense, plus il a une capacité d'érosion du sol, de tout ce qui se trouve à la surface du sol. Donc, ça peut être aussi de la végétation, des arbres, des bâtiments éventuellement. Et donc, le vent va ensuite être capable d'arracher cette matière, de la transporter et éventuellement de la déposer un peu plus loin. Donc, cette matière, très souvent, ça va être du sable. Et on va observer des épisodes qu'on appelle des épisodes de haboub, qui sont très fréquents au Moyen-Orient, où là, vous avez des tempêtes de sable avec une lame de sable qui fait 1 km à 1,5 km d'épaisseur, qui se propage sur toute une région. Et vous allez avoir des tempêtes de sable très intenses pendant plusieurs heures, pendant lesquelles vous ne voyez pas, hein, vous voyez pas à 2 mètres de distance, vous ne pouvez plus rien faire. Et la conséquence derrière, c'est que vous vous retrouvez avec des infrastructures qui sont recouvertes de sable qu'il faut nettoyer, dégager, réparer. Le sable va s'insinuer dans les bâtiments, dans l'électronique. Vous allez avoir des courts-circuits, des problèmes de transformateurs, etc. Donc, on a un impact, on peut dire secondaire, hein, du vent sur ces infrastructures. Et ces épisodes de haboub sont très fréquents au Moyen-Orient et on en observe de plus en plus dans les régions arides, semi-arides. Par exemple, aux États-Unis, dans l'Arizona, la ville de Phoenix est souvent frappée par ce type de phénomène également. Donc, on va avoir un vrai impact sur les infrastructures qui va être généralement de courte durée, mais très intense, avec derrière une capacité de résilience qui va dépendre de la rapidité avec laquelle on peut dégager, réparer et puis retrouver un niveau d'activité. Très bien. Et justement, par rapport à ce que vous avez dit, on observe ce genre d'événement enfin, un peu plus maintenant dans des régions, par exemple, arides ou semi-arides, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec, par exemple, le dérèglement climatique? Est-ce que le dérèglement climatique, il a un fort impact ou au contraire pas vraiment sur le ou les vents, justement? Alors, en fait, ça, c'est difficile à dire. Ce qu'on voit, si on regarde un petit peu de façon historique et de façon statistique, effectivement, avec le changement climatique, on observe davantage d'événements extrêmes et des événements qui sont de plus en plus intenses. Donc ça, c'est l'observation, c'est la corrélation qu'on peut faire entre les deux. Mais il y a beaucoup de gens qui hésitent à vraiment relier les deux directement. En fait, quand on regarde les modèles de changement climatique qui sont proposés par le GIEC et par un nombre d'organismes très importants qui travaillent là-dessus, le petit problème, c'est que le vent est considéré comme quantité négligeable dans ces modèles. Donc, ce sont des modèles qui vont utiliser principalement la circulation océanique comme vecteur de transport de chaleur. D'accord ? On considère que le vent, ce n'est pas grand-chose par rapport à la masse des océans. Et c'est tout à fait raisonnable. Mais ça veut dire que souvent dans ces modèles, on va rentrer une carte de vent
qui est les vents moyens pendant l'année. Et donc ça va rentrer comme paramètre, mais ça ne va pas être modifié dans le modèle. Donc en fait, on ne sait pas vraiment quel est l'impact sur l'intensité des vents du réchauffement climatique. Donc si on veut regarder ce genre de choses, il faut prendre les modèles du GIEC et ensuite faire tourner des petits modèles météo locaux qui peuvent être des modèles du type de ceux utilisés par Météo France pour modéliser vraiment très précisément l'impact que peut avoir les variations de température, etc., sur les vents locaux. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait vraiment actuellement. Très bien. Monsieur Chevalier ou Madame Figueras, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça que vous voudriez peut-être ajouter par rapport à ce qui a été dit jusque-là? Peut-être pas. Ajouter peut-être non, mais on pourra faire des liens avec ce qui a été dit. Ouais, oui. Alors, justement, je vais peut-être m'adresser à vous, Monsieur le Chevalier. Alors, par rapport justement au vent, au dérèglement climatique et donc les impacts du vent, ce genre de choses, déjà, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi le vent a un impact sur la biodiversité, c'est-à-dire comment la biodiversité, la vie, a intégré le vent, entre guillemets, comment la biodiversité a intégré le vent à ses conditions de vie? Déjà, je dirais que le vent, enfin, on peut pas dire que la biodiversité a intégré le vent, disons que le vent, il fait partie de la physique sur la planète, comme les marées, comme les courants océaniques, etc. Donc, le vivant s'est développé en fonction du vent aussi. C'est un paramètre abiotique, donc pas vivant, qui a toujours influencé, qui a toujours été là dans la matrice environnementale. Donc, en réalité, le vivant, il s'est développé avec le vent, mais bien sûr avec aussi ses variations, avec ses aléas, etc., etc. Donc les exemples les plus connus qu'on peut avoir sur l'utilisation du vent, ça va être déjà tous les organismes qui volent, tous les oiseaux qui vont migrer, qui vont pouvoir aussi utiliser les courants aériens, les oiseaux planeurs, les oiseaux migrateurs, etc. On a aussi toutes les graines des plantes qui vont pouvoir se disperser avec le vent, le pollen également, les spores également, enfin tous les modes de reproduction du règne végétal et champignons utilisent énormément le vent et les courants aériens, même si on peut pas forcément dire que c'est une utilisation active. Disons que c'est une stratégie qui s'est mise en place parce que le vent existait, parce qu'il y avait cette possibilité pour permettre des dispersions. Donc voilà, disons que le vent, c'est un petit peu comme le rythme jour-nuit, etc. C'est quelque chose qui a toujours existé, et le vivant s'est façonné un peu en fonction de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les questions de changement climatique, c'est vrai que comme l'a dit Mathieu Ferry, c'est difficile un petit peu d'évaluer l'impact du changement climatique sur le vent, notamment dans les modèles, etc. C'est quelque chose de très complexe à faire et à déterminer. Donc, isoler l'effet seul du vent et des modifications des régimes de vent, etc., des aléas, c'est pas quelque chose de simple, mais on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des impacts, même si c'est encore très dur à quantifier. Ouais. Très bien. Et justement, alors il y a le vent avec le dérèglement climatique, mais il y a aussi, si je ne m'abuse, la destruction des habitats, parce que évidemment, l'homme, en modifiant son environnement, va modifier donc une partie de la biodiversité qui est peut-être déjà adaptée justement à ses conditions de vie, par exemple. Et comment on peut observer ce genre de changement? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Pardon, excusez-moi, oui, c'est peut-être pas très clair. Justement, alors le dérèglement climatique a un impact sur, enfin, le vent a un impact sur la biodiversité, comme on vient de voir justement par exemple avec le vol, tout ça. Je pense aussi, peut-être vous y pensez aussi à certaines plantes qui sont habituées au vent par des cuticules ou ce genre de choses. Mais justement, avec la destruction des habitats, le dérèglement climatique, est-ce que par exemple vous avez des exemples d'impact de ces choses-là sur la biodiversité, c'est-à-dire la destruction des habitats qui pourrait peut-être impacter du coup sur la circulation du vent, ce genre de choses, et donc l'impact sur la biodiversité? Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, je vois l'idée que la destruction des habitats impacterait le vent, qui impacterait en bout de chaîne la biodiversité. Par exemple, oui. Disons que la destruction des habitats en elle-même reste la première cause de destruction de la biodiversité aujourd'hui. On n'en parle pas suffisamment, mais loin devant le changement climatique, la première cause de destruction de la biodiversité aujourd'hui, c'est la destruction des habitats et la fragmentation des habitats. Donc là, c'est déjà un facteur assez fort, hein. Donc l'effet que ça aurait sur le vent, qui aurait en bout de chaîne un effet sur le vivant,
c'est négligeable par rapport à l'effet primaire de la destruction des habitats, qui est direct et qui est extrêmement fort. Donc isoler l'effet de l'impact sur le vent là-dedans, je sais pas trop si ce serait à la fois possible et même à la fois pertinent en termes de recherche. Et je pensais, quand on avait discuté, il y a quelques jours, vous aviez parlé d'un exemple, je crois que j'ai trouvé assez pertinent, assez intéressant, sur les, les lézards et les tempêtes. Est-ce que vous pourriez nous redire un petit peu, Ouais, si c'est possible, un peu oui, tout à en quoi fait. ça consistait? Tout à fait, c'est vrai que c'est un exemple qui est assez parlant. Bon là du coup on n'est pas du tout dans des histoires de changement climatique, etc. On est plutôt sur une histoire d'aléas en termes de vent et notamment d'ouragan. Donc c'était une étude qui est parue en 2018, si je me souviens bien, par une équipe française du CNRS, où c'était donc d'étudier l'impact que pouvaient avoir les passages d'ouragans sur des populations de lézards sur des îles. À savoir que du coup, forcément, les organismes qui vivent sur une île sont beaucoup plus sensibles aux aléas, puisque les populations sont plus petites, elles sont moins connectées à l'extérieur, et donc il y a moins d'arrivées de nouveaux individus, etc. Donc le moindre aléa, la moindre perturbation peut avoir des grosses conséquences au niveau des populations. Donc le passage d'un ouragan, donc un événement qui est très violent, très court, très fort, ça va provoquer effectivement une pression sur ces populations. C'est-à-dire qu'il y a des lézards, ils vont littéralement s'envoler. Et donc ce qui a été trouvé justement par cette étude, c'était le fait que il y avait le vent donc était une forme de force sélective, donc agissait dans la sélection naturelle sur ces espèces en favorisant entre guillemets donc les individus qui avaient des doigts plus longs et plus adaptés pour se tenir aux arbres. Donc en fait les individus qui n'étaient pas adaptés pour bien résister aux forces du vent en s'accrochant aux arbres étaient tout simplement balayés, donc sortis littéralement de la population. Et les individus restants pouvaient donc continuer à se reproduire, transmettre leurs gènes et leurs caractéristiques, ce qui fait que les épisodes d'ouragan plus ou moins réguliers, donc les gros aléas d'épisodes de vent, favorisaient l'émergence d'une population de lézards avec des doigts toujours plus longs et toujours plus aptes à s'accrocher aux arbres, aux branches, aux troncs, etc. Donc voilà, c'était l'exemple qu'effectivement des aléas de vent, d'épisodes très violents, pouvaient agir comme force de sélection sur des populations sauvages. En effet, oui, voilà, oui, c'était bien ça, c'était bien ça l'exemple. Et justement, par rapport à ça, j'aurais une petite question, c'est justement avec, donc par exemple, là, on a un exemple de vent qui est une sorte de pression de sélection. Alors, comme nous l'a dit Monsieur Ferry, c'est difficile de calculer le vrai, le vrai changement. Pardon, je vais reprendre. C'est difficile de calculer l'impact du dérèglement climatique sur le vent en lui-même. Mais bon, vu la vitesse du dérèglement climatique aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la biodiversité pourrait agir assez vite à ça, ou est-ce qu'au contraire, par exemple, dans le cadre de ces lézards, les changements sont trop brusques, pourraient être trop brusques pour que on puisse garder un pool de population qui survit en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Je qui vois ce sera que... positivement sélectionné en fait. Oui, je vois l'idée. En fait, comment dire, c'est toujours un peu complexe d'aborder ces sujets parce que là, on se cible sur le vent comme un seul élément qu'on étudie, mais en fait, les impacts et les pressions sur la biodiversité, ils sont multiples et tous interagissent les uns avec les autres. Donc, en isoler un et quantifier un élément isolé qui, par définition, interagit avec tout le reste, c'est toujours un peu compliqué. D'autant plus quand c'est un élément abiotique tout à fait naturel, tel que les vents et les courants aériens, avec l'idée qu'il puisse être perturbé, à quel point la perturbation peut être un impact sur... Enfin, on arrive sur quelque chose de très complexe à isoler finalement, et c'est toujours... Et des fois, on peut se demander est-ce que vraiment ça a du sens d'isoler un effet aussi minime soit-il, alors qu'en fait, comme j'ai pu le dire, l'impact sur le vivant, il est très fort, il est direct, et on sait pourquoi. C'est-à-dire, on sait que la destruction des habitats impacte énormément à l'échelle planétaire et à l'échelle locale, je veux dire à différents niveaux d'organisation aussi. Donc isoler cet effet du vent, c'est toujours un peu compliqué, mais ce qu'on peut se dire effectivement, c'est qu'avec le changement climatique, de manière générale, on le sait, bon après ça reste de manière générale, donc est-ce qu'on peut l'appliquer à des situations locales, ça c'est du cas par cas, mais on sait que les événements atmosphériques, les événements météorologiques vont augmenter en fréquence et en force. C'est plus ou moins ce qui ressort de la majorité des modèles, donc on le sait, il y aura peut-être plus d'ouragans, des ouragans plus forts.
Donc oui, on peut se dire qu'il va y avoir une pression supplémentaire qui va être mise. Est-ce que le vivant, pour s'y habituer ou s'y adapter, euh, oui et non, dans le sens où des espèces oui, d'autres espèces non, en fait. Ça va favoriser certaines espèces, d'autres non, et forcément les communautés vont arriver à perdurer dans le temps, dans le sens où le vivant ne disparaîtra pas dans son ensemble. Il va y avoir sans doute une perte de diversité, des pertes qui peuvent être énormes, comme dans toutes les extinctions de masse qu'il y a eu dans l'histoire de la Terre. Il peut y avoir des très fortes pertes de diversité, mais le vivant survivra à tout ça. En fait, voilà. Et là, on est sur des questions plutôt philosophiques. Voilà. Est-ce que le vivant avec un grand V, les espèces qu'on a aujourd'hui, etc., quelle est notre responsabilité, etc., etc. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Est-ce que Emmanuel ou Mathieu, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus peut-être ou pas? Oui, alors, moi je peux peut-être vous donner sur l'adaptabilité ou pas du vivant aux variations climatiques et aux variations de vent. Il y a eu une étude qui a été faite sur le plateau du Colorado où en fait on a regardé pendant 20 ans l'évolution de la végétation en comparant la végétation de type herbeuse, donc avec des racines courtes, très superficielles, et puis les arbustes avec des racines un petit peu plus profondes. Et en fait, on voit qu'avec l'évolution du climat et avec le renforcement du vent, les herbes ont tendance à disparaître, alors que les arbustes qui vont puiser de l'eau un peu plus profondément, eux, perdurent. Et donc, on a cette sorte de sélection de la végétation en fonction de son adaptabilité. Et en fait, c'est vraiment, localement, c'est vraiment un cycle. C'est pas un cycle vertueux, euh, c'est un cercle vicieux puisque en disparaissant, ces herbes, finalement, elles suppriment l'espèce d'armature qu'il y avait dans le sol et donc on promeut l'érosion du sol par ce vent. Et effectivement, on a une disparition qui augmente exponentiellement des herbes au profit des arbustes. Donc un vrai changement de paysage, un vrai changement de végétation, et derrière un vrai changement dans la biodiversité, puisqu'il y a des espèces qui disparaissent en même temps. Très bien. Et d'ailleurs, j'aurais une petite question par rapport à ça. Donc là, on voit par exemple, vous venez de le dire, il y a une érosion du sol par disparition de la biodiversité. Alors, vous l'avez évoqué un peu avant avec le sable, mais par exemple, est-ce que le vent lui-même, sur les sols, par exemple, je ne sais pas, sur nos cultures, est-ce que le vent peut en fait éroder le sol lui-même, entre guillemets, sans forcément enfin, sans que ce soit que par la biodiversité, mais est-ce que le vent, ça peut éroder ou c'est pas assez fort, on va dire ça comme ça? Alors, ouais, le vent peut être assez fort. Très souvent, ça va être une combinaison entre le vent et la pluie, évidemment. Euh, Généralement, le sol, à la surface du sol, il se forme une petite croûte de sol, on va dire, compactée, qui est un petit peu plus résistante. Et à partir du moment où cette croûte est cassée, alors souvent par l'érosion due à la pluie, due au ruissellement, à partir du moment où on a ça, en fait, c'est très facile pour le vent de venir arracher des particules de sable, etc. Et donc, plus le vent est puissant, évidemment, plus il va être capable d'arracher des grains grossiers et de transporter des grandes quantités de matière. On a un exemple là-dessus dont on a parlé ces jours-ci sur la Grande Barrière de Corail, avec toute une partie de la côte qui est érodée actuellement. Euh, et on estime qu'il y a plusieurs millions de tonnes de sédiments qui sont arrachés tous les ans à cette région et ensuite transportés en mer et qui se déposent sur les herbiers, sur la barrière de corail, donc avec un impact direct sur le développement de la biodiversité. Très bien. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être aussi également, je suis désolée, je pose un peu beaucoup de questions. J'ai peut-être justement une question par rapport à ça. Parce que si je ne m'abuse, je ne voudrais pas dire trop de bêtises, mais je crois qu'en plus, avec le dérèglement climatique, je crois que les phénomènes El Niño ou La Niña, je crois, sont un peu impactés aussi. Et est-ce que du coup, ça n'a pas aussi un impact sur les moussons? Enfin, je parle pas forcément d'El Niño en particulier, mais est-ce que c'est des changements
de vent n'ont pas un impact aussi sur les moussons, ce genre de choses, ou est-ce que c'est un phénomène complètement différent? Non, non, c'est relié, hein, évidemment. Là, on parle vraiment de circulation atmosphérique à grande échelle. Et effectivement, on a des perturbations sur l'intensité des phénomènes El Niño, La Niña. Donc, l'intensité des phénomènes et la fréquence à laquelle ils se reproduisent. On a l'impression que avant, on avait quelques années tranquilles entre des phénomènes El Niño et maintenant, on peut avoir plusieurs années de suite avec des phénomènes qui se reproduisent de façon assez intense. Alors, j'ai juste, on m'en fait la remarque, je viens de parler d'El Niño, mais c'est vrai que dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui ne connaissent pas forcément ce phénomène. Est-ce que vous pensez qu'on peut juste l'expliquer soit rapidement, soit facilement, juste histoire, si ça peut, hein, sinon. Non, franchement, là, c'est un peu trop météo, climato pour moi, donc je préfère pas m'aventurer là-dedans. Je ne sais pas si Monsieur le Chevalier, peut-être. C'est pas mon domaine, mais s'il faut simplifier vraiment, disons qu'El Niño, ça reste un phénomène de courant maritime qui va influencer le climat au niveau global de manière cyclique. Voilà, et qu'effectivement, cette périodicité tend à être modifiée par le dérèglement climatique. Qu'on me corrige si je me trompe, hein, mais a priori, pour faire simple, je dirais ça. Oui, je vous en prie, Emmanuel, vous vouliez Pardon, moi je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, juste faire une court aparté sur l'impact du vent sur la biodiversité, les sols, etc. Je rejoins tout à fait ce que disait Hugo tout à l'heure sur un autre sujet, c'est que la perte de la biodiversité dans les sols, il y a un quart de la biodiversité qui vit dans les sols. C'est énorme, c'est quelque chose dont on ne parle jamais parce que les sols et les petites bêtes qui vivent dans les sols, on s'en fout complètement, c'est moche, ça fait peur, ça n'intéresse personne. Sauf qu'en pratique, cette biodiversité des sols, et je pense en particulier aux vers de terre qu'on connaît tous, est aujourd'hui extrêmement menacée. Et la principale raison, ce n'est pas le vent ni quelconque aléa climatique, ce sont vraiment les pesticides et une surexploitation des sols qui fait que je pense que c'est un sujet dont on va bientôt probablement beaucoup parler parce qu'à terme, c'est quand même une usure des sols qui deviennent progressivement infertiles. Donc, et on croit, c'est un peu comme à peu près tout dans le rapport qu'on a à notre planète, que tout est inépuisable et qu'on pourra toujours puiser partout autant qu'on veut. Sauf que les sols cultivables ne représentent pas quand même non plus une quantité infinie de sols sur Terre. Ce n'est pas la majorité non plus des sols. Il y a beaucoup de sols qui ne sont pas accessibles, soit parce qu'ils sont en mer, soit parce qu'ils sont en altitude, enfin bon, ou dans des zones inaccessibles. Voilà, c'est juste une petite aparté pour dire que, alors moi, un petit peu comme Hugo, je suis plutôt spécialisée sur la biodiversité, donc c'est vrai que je rebondis là-dessus. Et pour moi, les problèmes en ce qui concerne la biodiversité, ils sont ailleurs, quoi, et ils sont autrement plus lourds. Oui. C'est juste si je peux ajouter du coup quelque chose sur les sols, parce qu'effectivement c'est tout à fait vrai, hein, il y a énormément de problématiques sur les sols aujourd'hui et c'est principalement dû au mode de production agricole intensif. À savoir par contre, donc Emmanuel disait on n'en parle pas trop, de plus en plus on en parle, en tout cas c'est récent, hein, mais en ce moment il y a des événements justement sur les sols, sur comment les entretenir, comment les réhabiliter, etc. Donc juste la petite parenthèse pour dire que même si on n'en parle pas aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources qui existent sur le sujet et donc faut pas hésiter à chercher, c'est également un point important. Et justement, vous dites tous les deux quelque chose de très intéressant, c'est on n'en parle pas aujourd'hui. En fait, j'aimerais justement m'aventurer sur un petit terrain un petit terrain pas glissant, mais presque. C'est justement, on vous dit on n'en parle pas, alors que quand on écoute les scientifiques, ça fait depuis les années 70 qu'on sait que la situation commence à se dérégler, que ça va être problématique un jour. Et justement, Emmanuel, alors vous êtes un peu plus dans ce domaine-là, mais justement, selon vous, depuis quand dans les médias commencent à parler de ces dérèglements, de ces problèmes, et comment ils le traitent surtout? Est-ce que vous pouvez me donner votre vision là-dessus?
Oui, alors il y a deux questions. Il y a le depuis quand et comment. Depuis quand, j'ai regardé justement, j'ai fait un petit tour d'horizon. Alors moi, j'ai fait partie pendant quelques années d'une association de journalistes qui s'appelle les JNE, les journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Cette association, elle a été créée en 1969 par des journalistes naturalistes, plutôt militants. Et c'est vrai qu'il y avait une couleur un peu naturaliste dans cette association. Et je dirais que jusque dans les années, au début des années 2000, donc ça fait 20 ans, ça restait très marginal. C'est-à-dire que les journalistes qui avaient des rubriques sur l'environnement dans la presse, c'est très concret, hein, c'est-à-dire pour en parler, il faut avoir une rubrique, il faut avoir une tribune quelque part, d'une manière ou d'une autre. Et c'était vraiment des journalistes dont j'ai fait partie, qui étaient un peu taxés de militants écolos et qu'on ne prenait pas très au sérieux. Et alors encore moins quand il s'agissait de parler de la biodiversité. Parce que la biodiversité, ça n'avait pas d'impact sur notre mode de vie. Donc à l'époque, j'étais dans les années 90, on parlait beaucoup de la pollution de l'air, des déchets. Voilà, pas du tout du réchauffement climatique, ou à peine. Enfin, je sais pas de quand ça date exactement le réchauffement climatique, à partir de quand on a commencé à en parler. Mais, et c'est là où ça va, où je vais le relier au sujet dont on parle aujourd'hui. J'avais pas réalisé la dernière fois qu'on s'est vu, enfin quand on en a discuté, mais je pense qu'il y a eu un élément qui a été déterminant. Et ça peut-être, Monsieur Ferry pourra nous le confirmer, je sais pas. C'est qu'en en décembre 99, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des énormes tempêtes qui ont balayé la France et une partie de l'Europe. Et je regardais un petit peu, je crois qu'à Orly, on avait enregistré des vents à plus de 200 km/h, 205 km/h. Enfin bon, ça a été assez violent. Et ça a touché Paris, entre autres. Il y avait des poteaux qui ont été renversés, des devantures de vitrines arrachées, des câbles électriques, des pylônes électriques arrachés, des arbres renversés, des routes tout à coup devenaient plus praticables. Voilà, ça a été quand même assez violent ces tempêtes-là. Il y en a eu, je crois qu'il y en a eu plusieurs sur un temps très court, quelques jours. Et en fait, cet événement de 1999, je pense que c'est pas totalement anodin parce que curieusement, au début des années 2000, on a vu apparaître des journalistes spécialisés sur l'environnement dans la plupart des grands médias, donc qu'il n'y avait pas en fait avant. Donc tout à coup, Le Figaro, Le Point, France 2, TF1, etc. Tout à coup, il y avait des journalistes qui se mettaient à parler d'environnement. Moi, j'y vois un lien entre cette grande tempête de 99, parce que je me souviens qu'à titre personnel, je m'étais dit le bon côté, c'est qu'on va peut-être enfin se rendre compte qu'il y a un truc, qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, quand on regarde un petit peu, parce qu'il y a eu des études sur la façon dont l'environnement est traité par les médias, on voit vraiment une bascule au début des années 2000. Et aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, donc c'est long quand même, parce que 69, il y a la création des JNE, il ne se passe pas grand-chose. Début des années 2000, tout à coup, il y a des rubriques qui apparaissent dans la presse. Et aujourd'hui, je crois que c'est... Alors, ça reste pas le sujet majoritaire dans les médias, les problèmes d'écologie de manière générale, mais quand même, la part de l'importance qui est donnée à ces sujets-là a considérablement augmenté. Et là, c'est tout récent, ça date du mois de septembre. Il y a une charte des journalistes sur l'écologie qui a été signée par une vingtaine de médias, dont l'objectif est de faire en sorte que ce soit un sujet transversal et non plus un sujet à part entière. C'est-à-dire que finalement, on peut parler d'écologie ou de changement climatique dans beaucoup de domaines. Donc voilà, il y a eu quand même un vrai changement. Plus le fait qu'il y a tout un tas aussi de médias qui sont apparus, de nouveaux médias, des magazines en ligne. Voilà, il
il y en a plein qui sont apparus, qui n'existaient pas du tout il y a 20 ans. Donc il y avait quand même il y a eu un vrai changement, beaucoup plus d'importance dans la presse. Et je pense aussi une attente du public beaucoup plus forte, parce que ça reste une préoccupation majeure du public. Voilà, et je peux faire le parallèle avec l'édition, parce que je travaille aussi avec l'édition. Et en tout cas, dans l'édition jeunesse, ça a été flagrant aussi. Il y a eu tout à coup beaucoup de livres sur l'écologie, puis après plus rien, mais vraiment plus rien. Et là, c'est reparti. Alors là, pour moi, on me demande que quand on me propose d'écrire un livre, parce que je reçois aussi des commandes de la part de différents éditeurs jeunesse, c'est quasiment toujours sur l'écologie. Donc des festivals aussi, festivals sur l'écologie dans tous les sens. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un vrai changement, de plus en plus de tribunes, d'une manière ou d'une autre, sur ces sujets-là. Je ne vais pas monopoliser la parole quand même. Après, je peux aussi répondre sur le comment on en parle. En soi, moi, ça ne me pose pas de souci si vous y répondez aussi. Après, ça dépend si Monsieur le Chevalier ou Monsieur Ferry veulent ajouter d'ailleurs un mot. 99, est-ce que vous confirmez que c'était quand même un phénomène assez... Moi, disons que j'ai pas grand-chose à ajouter, mais j'aimerais bien aussi proposer une lecture un peu différente. Du coup, parce qu'en tant que scientifique, mais pas journaliste, c'est vrai que c'est la parole de l'écologie dans les médias, je la perçois un peu différemment. Mais du coup, je vais bien laisser Emmanuel finir avant de éventuellement mettre mon grain de sel. Enfin, ce sera un complément, ce sera pas, voilà. Moi, je parle juste en termes de tribune, c'est-à-dire pas, pour l'instant, j'ai pas du tout parlé de contenu, mais on va dire, de part de place, de façon très concrète, c'est-à-dire de nombre de médias, de rubriques, de journalistes, de temps d'antenne, etc. Entre les années 70 et aujourd'hui, il y a un vrai changement. Ce qui ne veut pas dire que ça soit le sujet prioritaire. Mais juste pour rebondir là-dessus, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a eu probablement une prise de conscience à ce moment-là parce qu'on n'avait pas réalisé qu'on pouvait être confronté à des événements aussi extrêmes. Donc, je me souviens très bien, en 99, la tempête Lothar en particulier, qui a fait le nord de l'Allemagne et puis le nord-est de la France. Bon, pour l'anecdote, moi, je faisais mon service militaire et donc j'ai été appelé à intervenir pour sécuriser des endroits avec des poteaux électriques qui étaient tombés. Et c'est vrai que ça a été une énorme surprise pour beaucoup de gens. Et ça a sans doute pas mal réveillé l'opinion à ce moment-là. Il me semble aussi, et c'est vrai que le fait que ça ait touché Paris aussi, je pense que ce n'était pas totalement anodin. Voilà, moi je me souviens, j'étais au JNE à ce moment-là, justement, l'association de journalistes dont je vous parlais. Et c'est vrai que d'un coup, on a tous vu partout, dans tous les médias, sur tous les journaux télé, tout à coup, tout le monde parlait de cette tempête. Ce qui était quand même voilà, un petit signe. Moi, je dirais même sans forcément que ce soit lié directement à la tempête, il peut y avoir tout un ensemble. Il y avait aussi beaucoup de sommets internationaux sur les questions climatiques qui ont commencé dans les années 90-2000 aussi. Donc le sujet politique était déjà pris par les politiques. Donc il y avait aussi cette conscience en termes de production scientifique qu'il y avait des impacts climatiques et que c'était d'origine anthropique, etc. Donc sans doute que oui, pour l'opinion publique, ça passe par quelque chose de concret. Si on n'a pas une tempête qui nous tombe dessus, on va dire oui, c'est loin, oui, on sait pas trop, etc. Donc sans doute que ça a énormément participé pour la médiation grand public, c'est sûr. Après, c'est vrai que d'un point de vue politique et scientifique, c'était quand même quelque chose de connu. Et comme c'était dit tout à l'heure, en disant c'était dans les années 70, c'était long, à l'échelle de l'humanité, c'est même plutôt court. Je veux dire, pour qu'un sujet soit diffusé dans le monde entier, compris et prenne une telle place, pas forcément dans les médias, mais en tout cas d'un point de vue politique, aujourd'hui, même social, personne ne peut ignorer qu'il y a des problèmes environnementaux. Donc c'est quand même allé très très vite. Avant les années 70, un peu tout le monde s'en fichait ou personne n'en avait conscience.
50 ans plus tard, aujourd'hui, plus personne ne peut l'ignorer à l'échelle mondiale. Donc c'est quand même, je trouve, quelque chose de rapide. Mais ça va aussi avec un développement technologique de communication, etc., etc. Enfin bref, encore une fois, il y a tout un ensemble. Mais là, ce que j'aimerais ajouter quand même sur ces questions de vent, c'est que moi, le problème, je trouve, histoire de dire qu'il y a quelque chose qui va pas quand même, c'est que ça me cible les enjeux écologiques sur les problèmes climatiques et sur l'impact sur les humains aussi. Et à savoir en plus, je me le répète, hein, mais la première cause de destruction de la biodiversité aujourd'hui, c'est pas le dérèglement climatique, c'est la destruction des habitats et des milieux de vie des espèces, la destruction directe, que ce soit dans les océans ou que ce soit sur Terre. Et cette destruction, elle est directement due, et on le sait, à l'activité agricole et à l'urbanisation. Alors, ce qui veut pas dire que forcément c'est mauvais l'agriculture, etc. Non, c'est juste qu'il y a des enjeux à prendre autour de ça, qu'on peut pas se permettre de produire de manière illimitée, voilà, parce qu'effectivement les ressources sont finies, tout ça, voilà. Mais force est de constater que quand on parle de l'écologie dans les médias, on parle quasiment exclusivement de climat et pas de destruction des habitats, alors que c'est la première cause. Et c'est ça aussi le problème, c'est que je me dis, déjà, bon, le temps dans les médias, il est faible par rapport aux enjeux, mais même ce temps-là, il n'est pas divisé en fonction de la force des différents enjeux. Il va être ciblé vraiment changement climatique. Et bon, moi j'y vois de manière un peu pessimiste aussi l'idée que les médias peuvent être un peu frileux quand il s'agit d'entrer dans des débats qui peuvent être sujets à conflit, que ce soit au niveau de la société ou au niveau de l'économie. C'est plus simple de parler du changement climatique parce que c'est lointain, parce que c'est climatique, parce que c'est global et que tout le monde peut se rejeter la faute les uns les autres, plutôt que de dire c'est effectivement le promoteur qui a construit le lotissement à côté, il a détruit un espace naturel et des espèces, quoi. Et ça, on n'en parle pas pour le coup, ou très peu. Alors ça, je veux bien rebondir là-dessus parce qu'effectivement, comment on en parle, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais alors tout à fait. Et ce qui me paraît d'autant plus absurde, c'est que, quitte à parler du changement climatique, à ce moment-là, parlons aussi du rôle joué par la biodiversité en général sur Terre de régulation du climat. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Or, on arrive à quelque chose d'absurde parce que il y a eu toute une période où on parlait beaucoup du poumon vert, la forêt tropicale qui absorbe le CO2, etc. On commence tout doucement de temps en temps à parler de l'océan, qui est aussi le poumon bleu de la Terre et qui de la même manière absorbe aussi des quantités de CO2. Mais voilà, mais tant qu'on bousille, qu'on continue, alors excusez-moi, je suis un peu directe, mais parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui finit par m'agacer un peu. Mais voilà, à force de couper des arbres, et ça encore, c'est une image simple qu'on connaît tous, mais tant que le phytoplancton disparaît dans l'océan, que les arbres disparaissent, que les mangroves vont pas bien, enfin tout, quoi, l'ensemble de la biodiversité joue de moins en moins son rôle de régulateur du climat. Or, c'est un allié quand même qu'on a. Parce que c'est un ensemble qui fonctionnait bien jusqu'à ce qu'on commence à tout détraquer. Même si c'est multifactoriel, les causes sont multifactorielles, mais voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on parle du changement climatique, ça oui, c'est le sujet probablement dont on parle le plus. Or, la biodiversité, c'est un sujet dont on parle vraiment très très peu. Et c'est vrai que si je peux rebondir là-dessus rapidement, je vais essayer de faire vite. Je pense qu'effectivement, ce décalage, cette absurdité qu'on peut avoir, il naît aussi du fait que l'écologie, c'est ambigu comme terme. On dit écologie, je pense que personne n'a tout à fait le même. En tant que scientifique, l'écologie, c'est un domaine scientifique, c'est une branche de la biologie, c'est l'étude des interactions des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Donc c'est quelque chose de très factuel. C'est une science, avec tout ce que ça implique de méthodologie et de factualité, de publication, etc. Mais l'écologie, c'est aussi l'idéologie de préservation de l'environnement. On peut être militant écologiste sans forcément être scientifique écologue.
on a ce même mot qui peut avoir des définitions diverses. Et je pense que c'est là que ça joue aussi. Parce que quand on parle de biodiversité, quand on parle de biodiversité dans les médias, généralement, j'ai l'impression qu'on en parle plus comme d'une unité de mesure. C'est-à-dire que plus on aura une grande biodiversité, mieux c'est. Mais mieux par rapport à quoi, on ne sait pas. Et on en arrive à des situations absurdes, des fois, où on a des gens qui vont nous dire bah, si on détruit une forêt pour faire une prairie à la place, c'est bien parce que ça fera plus de biodiversité. Mais biodiversité, de quelle biodiversité on parle et de quelle fonctionnalité on parle? En fait, c'est qu'on perd cette notion que la biodiversité, c'est pas juste une unité de mesure. Ça l'est pour les scientifiques parce que ça peut permettre de comprendre plus facilement à des grandes échelles. Mais en termes de fonctionnalité écologique, la biodiversité en termes global ne veut pas dire grand-chose. Comme m'avait dit Mathieu Ferry tout à l'heure, quand on a par exemple des vents qui vont éroder, je crois que c'était dans le Colorado si je me souviens bien, enfin je ne me souviens plus trop, mais oui, et qui vont provoquer un changement de communauté végétale, bah, effectivement, il y a toujours des espèces qui vont y vivre, la biodiversité va changer, peut-être que, bon, je sais pas, je connais pas l'exemple précisément, mais peut-être que le nombre d'espèces resterait le même, ce qui fait que la quantité de biodiversité ne change pas, mais la composition des communautés change, ce qui va impacter, comme je disais, avec un cercle vicieux, les milieux. Donc en soi, la biodiversité seule ne veut pas dire grand-chose, et je pense que justement, dans la communication et dans la médiatisation, on oublie trop la vulgarisation. Et notamment le fait que l'écologie est une science et qu'il faut la comprendre par le biais d'une vulgarisation scientifique. Voilà, savoir qu'est-ce que c'est la biodiversité, comment ça fonctionne. Voilà, quand on parle des sols, c'est pareil. Il faut comprendre que les sols, c'est quelque chose de vivant et que toute une complexité vivante derrière. C'est pas quelque chose de simple, comme pour les océans, comme pour les vents, comme pour la météorologie, et tout ça s'imbrique et fonctionne ensemble. Donc il y a ça à prendre en compte, quoi, je pense, et ça participe au fait que les débats peuvent être parfois il y a beaucoup d'incompréhension, des fois, entre les politiques, le public, les scientifiques, qui vont parfois parler de la même chose sans avoir forcément les mêmes idées derrière la tête, les mêmes concepts. Et je peux le voir aussi en tant que scientifique, hein, discuter des fois avec des élus en charge des programmes environnementaux, ils vont pas avoir les connaissances nécessaires. Parce qu'on se dit, on a tendance à dire oui, c'est normal, c'est pas leur boulot. Ils s'entourent de spécialistes et c'est bien suffisant. Mais pourtant, aujourd'hui, on sait que on devrait avoir un tronc commun d'éducation pour ce qui est des connaissances basiques sur le français, les langues étrangères, les mathématiques, etc. Et pourquoi pas sur l'écologie finalement. On sait que c'est aujourd'hui un fort enjeu, on sait que c'est un domaine scientifique. On a besoin, je pense, d'avoir une culture scientifique sur l'écologie plus solide. Voilà. J'aimerais justement poser une petite. Alors, c'est pas vraiment une question parce que vous en avez déjà parlé un petit peu avant. C'était un petit peu abordé, mais justement, j'y songe. Alors, moi, j'y songe par rapport au vent parce que j'ai vu ça par exemple sur les côtes bretonnes. Mais je pense justement, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience justement dans ces domaines-là, domaines un peu politiques et tout ça? Parce que par exemple, je sais que sur les côtes de Bretagne, on essaie de plus en plus de replanter par exemple des plantes, parce que justement avec le vent qui érode les sols, qui amène le sable, en fait ces plantes-là bloquent, si je dis pas de bêtises, le sable. Et justement, voilà, est-ce qu'on constate quand même pas une sorte de prise de conscience plus ou moins rapide justement de ça? Alors, il y a une prise de conscience, c'est sûr. Mais derrière, c'est là aussi un peu un paradoxe, c'est que dès qu'on veut agir pour la préservation de l'environnement, eh ben, il faut le faire bien. Des fois, on peut justement avoir des choses qui peuvent apporter plus de mal que de bien, en quelque sorte, si jamais on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Bon, pour ce qui est de planter des plantes sur les dunes pour fixer les dunes, jusque-là, oui, ça c'est plutôt ok. Mais parfois, on va aussi s'attaquer à des symptômes plutôt qu'à des causes. Bon là, littéralement, quand on parle du vent, c'est un peu compliqué d'agir directement sur le vent. Mais quand on va, par exemple, avoir des espaces naturels qui vont être détruits pour y faire un lotissement, et qu'ensuite, dans ce lotissement, on va y mettre des nichoirs parce que les oiseaux n'ont plus d'habitat, bah, à quel point les nichoirs, c'est une mesure pertinente, en fait. À quel point il aurait pas fallu s'attaquer principalement aux causes et préserver les milieux sauvages. C'est là aussi un petit peu cette ambiguïté qu'on peut avoir quand il s'agit de mener des actions environnementales. C'est que souvent elles sont aussi menées par des politiques, et on va pas se leurrer, il faut que ce soit des actions qui soient visuelles, qui aient un impact rapide, histoire qu'on puisse mettre ça dans un bilan le temps d'un mandat, etc. Des actions de long terme sont rarement envisagées, parce que politiquement c'est pas forcément toujours viable, à moins d'avoir vraiment un gros consensus autour du sujet, ce qui limite aussi un petit peu tout ça. Voilà. Et justement, par rapport à ce que vous dites, où vous dites qu'il faut s'attaquer au problème, enfin, au problème, personne ne s'attaque au problème de base, ou il faudrait que dans ce cas, que les gens s'attaquent à ce qu'ils considèrent être le problème. Je repense à une question qui avait été posée, qui avait voulu être posée à
à la fin de la table ronde précédente, qui concernait justement est-ce qu'il y a par exemple des associations de protection animale, par exemple pour les oiseaux, qui par exemple s'opposent à la construction des éoliennes, donc les éoliennes qu'on utilise nous pour avoir de l'énergie liée au vent, mais on sait que ça peut avoir un impact sur les oiseaux. Est-ce qu'il y a des associations, est-ce qu'il y a des gens qui essayent d'agir par exemple contre ça, pour éviter justement ces impacts sur la biodiversité? Je ne sais pas si la question est très claire. Oui, tout à fait. Mais déjà, je voulais quand même aussi rescinder un petit peu le mot association, dans le sens où sur les associations, il y a des associations militantes et il y a aussi des associations naturalistes qui vont mener des travaux scientifiques aussi. Donc on a effectivement des associations naturalistes qui peuvent être soit la LPO avec des antennes locales, soit directement des associations naturalistes locales qui vont étudier l'impact des éoliennes, qui vont pas forcément militer pour ou contre, mais qui vont étudier cet impact, en faisant des suivis, en recoupant les données, les comptages, etc. Donc il y a un travail scientifique qui est effectué par les associations naturalistes. Mais on a aussi des associations militantes, qui vont être plutôt sur le côté de l'écologie militante et de l'écologie politique, et pas trop de l'écologie scientifique, ou pas complètement, qui vont directement, elles, soit militer pour, soit militer contre, en fonction des points de vue. Et effectivement, les éoliennes, oui, elles ont un impact, parce que l'intérêt d'une éolienne, c'est de produire de l'énergie avec du vent. Donc il faut les mettre dans un endroit où il y a du vent. Mais si on a un couloir de vent, c'est aussi quelque chose qui va être, si c'est un vent régulier, en période migratoire, ça va être utilisé par les oiseaux. Pour être porté par le vent, c'est beaucoup plus simple si on peut suivre les courants. Donc forcément, ces éoliennes vont entrer en contradiction avec l'utilisation de l'habitat par les oiseaux ou par les chauves-souris notamment, qui sont les principales espèces impactées. Et oui, donc ça va avoir un impact direct sur la destruction des individus et des populations. Donc là, on est typiquement dans le cas où on oppose l'écologie scientifique à l'écologie politique et on se dit, on sait qu'on a une infrastructure qui cause problème, est-ce qu'on doit ne pas le faire? Est-ce qu'on doit le faire en arrivant à tempérer le problème ou à contrebalancer le problème? Est-ce qu'il y a vraiment une importance à avoir des éoliennes ici, combien, pourquoi, voilà. Et en fait là on entre dans un domaine où les scientifiques ne sont plus tout seuls à avoir leur mot à dire, il y a aussi les politiques, la population, tout un tas de personnes, et on entre justement dans ce domaine de discussion. Et là c'est un autre sujet à débat, mais c'est vrai que la parole des scientifiques dans ce genre de discussion n'est pas toujours écoutée autant qu'elle le devrait. Mais bon, ça c'est aussi un autre problème dans tous les cas. Très bien. Et du coup, alors pour revenir sur une autre question, enfin sur un autre point que vous avez abordé assez rapidement, quand vous parliez tout à l'heure, c'est justement, est-ce que on a constaté une prise de conscience assez rapide justement de cette histoire de dérèglement climatique et de destruction de la biodiversité? Et surtout, par exemple, pour Emmanuel Figueras, est-ce que vous avez constater une sorte d'évolution de la communication, des moyens de communication, enfin, même pas que Madame Figueras, peut-être vous aussi, Monsieur Ferrier et le Chevalier, de la communication en fait de ces questions-là auprès du grand public, par exemple. Ce que je disais tout à l'heure, en termes de médias, oui, il y en a plus qu'avant. Je pense que, alors, j'ai pas de chiffres en tête là précis. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience du public, ça c'est certain. Voilà. Après, comment on y répond dans le contenu, j'ai tendance à rejoindre ce que disait Hugo Chevalier, le Chevalier, parce que c'est vrai que je pense aussi que ça passe par la vulgarisation scientifique. Sur ces sujets-là. Et je ne suis pas sûre que ce soit le canal le plus souvent utilisé pour répondre à ça. Voilà, après, il y a des petites choses. On remarque qu'il y a plus d'enquêtes participatives, d'études participatives qu'avant. Il y a un peu plus de gens qui s'impliquent concrètement dans ces études participatives qui sont menées par des organismes scientifiques différents. Bon, je parle toujours de la biodiversité. Mais bon, ça reste assez minoritaire quand même. Oui, mais si je peux compléter tout ça, c'est vrai qu'on dit il y a de plus en plus de choses. Je le précise parce que c'est pas connu, mais c'est le moment de mettre un petit pavé dans la mare. Mais les budgets et le nombre de postes dans la recherche en écologie sont en constante diminution, hein.
et ce depuis au moins 4 ou 5 quinquennats. Voilà, toujours de moins en moins de postes de recherche, de plus en plus de précarité dans la recherche, de moins en moins de budget alloué aux projets de recherche en écologie, malgré les enjeux toujours plus urgents. Voilà. Donc je tiens à le dire, parce qu'on entend des discours contraires de la part des politiques, mais la réalité est que les moyens sont de plus en plus réduits. Et la tendance ne va pas s'inverser, en tout cas, a priori. Et pour compléter un petit peu sur ces aspects de vulgarisation, je dirais qu'il y a aussi un autre problème, c'est que justement l'écologie, par définition, c'est multifactoriel. Il y a tout un tas de facteurs qui vont entrer en jeu, qui vont fonctionner les uns par rapport aux autres, et c'est aussi multidisciplinaire. C'est qu'on va parler de enfin de climatologie, on va parler de pédologie pour l'étude des sols, on va parler d'écologie générale ou d'écologie des populations, d'écologie. Enfin, on considère aussi différents niveaux d'organisation, depuis les individus jusqu'aux écosystèmes, jusqu'aux biomes, etc. Ça rend les sujets extrêmement complexes et force est de constater qu'aujourd'hui, les débats sont très binaires, très polarisés. On se retrouve toujours avec des postures, on est pour ou on est contre. Mais c'est inapplicable à l'écologie, comme je disais, c'est que on peut pas être pour ou contre dans l'absolu, c'est toujours des questions de cas par cas, de discussion avec d'autres personnes, de trouver le bon compromis. Je veux dire, on peut pas être contre l'agriculture, on a besoin de manger, on peut pas être contre la production énergétique. Ben, il faut, voilà, c'est des sujets qui méritent des débats nuancés, et les débats sont souvent trop polarisés. Et même au sein des communautés scientifiques, quand on entre sur des domaines qui sont un peu plus polarisants, on va réutiliser le même mot, mais parlons d'OGM, parlons de nucléaire, même au sein des communautés scientifiques, voilà, on est souvent très scindés, quoi, alors que ben, ça mériterait beaucoup plus de nuances. Très bien. Eh bien, merci à vous trois. On arrive à la fin de notre heure de table ronde. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. C'était très intéressant, très instructif. Du coup, je vous propose qu'on passe à l'instant questions de ceux qui nous écoutent, sachant qu'il y en a une déjà de la précédente table ronde auquel vous avez répondu, du coup. Je vais attendre de voir par les retours de mes collègues s'il y a des questions sur cette table ronde autour du vent, de la biodiversité et du traitement de la question. Alors, j'attends de voir. Alors, on me demande, alors peut-être, alors je crois qu'on en a un peu parlé avec et les lézards et les plantes, mais si vous avez peut-être un autre exemple, si possible, quelqu'un demande un exemple peut-être notable de l'impact du vent sur la biodiversité. Est-ce que vous en auriez, par exemple, avec Alors plus de oui, détails peut-être? je vais peut-être en profiter d'ailleurs pour faire un peu de promo, hein, mais l'association Naturam donc fait de la vulgarisation scientifique en écologie et on a sur le site internet adnaturam.org tout un tas de ressources, que ce soit des planches illustrées, des articles de vulgarisation, donc sourcés à partir d'articles scientifiques, qui sont des ressources libres hein, et utilisables, et on peut aussi intervenir pour des animations, des conférences, etc. sur ces différents sujets. Donc je renvoie sur le site parce que justement on a quelques histoires de l'impact du vent sur la biodiversité. Donc c'est vrai que j'ai déjà raconté l'histoire des lézards. On a aussi une planche illustrée qui va expliquer pourquoi les pissenlits ont leurs graines qui s'envolent. Et donc là où on parle effectivement des intérêts pour la dispersion anémocore, donc la dispersion par le vent des graines des plantes. Et une autre petite histoire qui est peut-être un peu moins liée au vent, mais qui fonctionne aussi sur des bactéries qui vivent à la surface des plantes, qui vont finalement s'envoler aussi grâce au vent. Et ces bactéries sont très connues, hein, surtout dans les milieux agricoles, puisque ce sont des bactéries qui font pleuvoir, littéralement. Elles vont être capables d'arriver dans la haute atmosphère, d'accumuler, enfin de créer de la glace sur leur membrane, et du coup de devenir des noyaux sur lesquels vont se fixer les gouttelettes de pluie, parce que les gouttelettes d'eau dans les nuages ne se forment pas à partir de rien. Elles ont besoin d'avoir un noyau, que ce soit une poussière, des bactéries, des spores, etc., autour desquelles elles vont s'accumuler, puis quand elles seront trop grosses, à force de grossir, elles vont tomber sous l'effet de leur poids, et ça fait de la pluie. Donc ces bactéries, littéralement, qui vivent à la surface des feuilles et qui s'envolent avec l'évapotranspiration des plantes, vont créer les nuages, vont créer de la pluie, et sont des facteurs très importants dans les précipitations et dans la météorologie aujourd'hui. Et ça se passe uniquement parce qu'il existe des courants aériens qui leur permettent de porter ça. Et donc il y a aussi toute une vie dans l'atmosphère qu'on n'imagine pas, que ce soit des spores, des graines, des bactéries, etc., qui volent et qui sont en permanence autour de nous, portés par les vents. Donc ça aussi, les vents, c'est un des premiers facteurs de déplacement des êtres vivants sur Terre, que ce soit les vents aériens ou les courants maritimes. Très bien, merci. Alors, j'ai une question. Quelqu'un me demande
Alors, je crois, si je comprends bien la question, pour la, alors je crois que c'est ça, pour la dune du Pilat. Est-ce que c'est pas un exemple de tentative de l'homme d'impacter la biodiversité? Je crois. Je crois que si j'ai bien compris la question, je suis pas sûre. J'attends de voir. Oui, c'est ça, voilà. En fait, avec la dune du Pilat, qui au final est un cadre touristique, les constructions humaines qu'il y a autour, etc., est-ce que c'est pas une sorte de tentative de l'homme donc d'impacter la biodiversité? En même temps, parce que voilà, la dune du Pilat, c'est quand même. Enfin, je sais pas si on peut la relier au vent, mais je crois un petit peu. Je sais pas si la question est très claire. Par rapport à l'érosion par le vent. Ouais, c'est ça, par rapport à l'érosion par le vent, on me demande. Je sais pas si. Ouais, En, je suis pas en gros, je crois, persuadé de comprendre. en soi, je pense que l'idée de la question, c'est la dune du Pilat. Donc, voilà, c'est une dune de sable. Est-ce qu'il n'y a pas, par les actions de l'homme autour, une volonté d'essayer de la garder alors qu'on sait qu'il y a une érosion par le vent? Je ne sais pas si vous voyez ce que si c'est peut-être plus clair. Je ne sais pas si. Si, oui, je comprends l'idée de se dire que c'est devenu littéralement un monument touristique, finalement, la dune du Pilat, et donc elle a un intérêt socio-économique, donc l'idée c'est de la maintenir en l'état pour qu'elle garde ses propriétés socio-économiques. Et donc effectivement, ça rentre un peu en contradiction avec le fait que le vivant, il est mouvant de base. Effectivement, les écosystèmes changent, les milieux changent. Et d'ailleurs, c'est un peu souvent ce qu'on entend de la part de gens qui peuvent être climato-sceptiques ou quoi, qui vont dire oui, mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la Terre. On va dire oui, c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Les écosystèmes ont toujours changé, les espèces se sont toujours déplacées, il y en a toujours qui ont disparu, d'autres qui sont apparus, etc. C'est vrai. C'est juste qu'aujourd'hui, ça va 1000 fois trop vite. Et encore, je dis ça, voilà, c'est peut-être encore plus rapide. Ça va trop vite et trop fort. C'est ça le problème. C'est pas le problème que ça existe, c'est le problème que ça va trop vite et trop fort. Et donc effectivement, cette histoire de la dune du Pilat, ça rejoint un peu ça. C'est le fait de ne pas forcément accepter que une dune de sable, elle finisse par s'éroder. Voilà. Ouais, parce que du coup, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que voilà, il y a des maisons au pied de la dune, donc est-ce qu'il n'y a pas. En fait, je pense que l'idée, c'est qu'on a un impact sur la biodiversité en essayant de construire autour pour le côté touristique, de maintenir. Au final, on a un impact sur la biodiversité pour une question de tourisme, en fait. Je pense que c'est ça aussi le souci. Est-ce que ça pose pas un petit souci, justement, peut-être, par rapport à ça? Parce qu'au final, le vent et le déplacement de la dune, comme vous dites, on ne peut pas le contrôler. Donc, est-ce que c'est pas un peu éphémère? Est-ce que c'est pas un peu. Si, en fait, moi je connais mieux les milieux aquatiques, parce que c'est plutôt là-dedans que je suis spécialisé, donc je vais faire le parallèle un peu avec les rivières. Ça me fait penser vraiment au fait de mettre des digues sur les rivières. Une rivière, par défaut, elle n'est pas juste dans son petit lit mineur, comme on dit, elle va aussi être dans son lit majeur, elle va déborder de manière périodique, elle va forcément avoir des périodes de crue, elle va forcément, son lit va bouger aussi en fonction du rythme. Si on prend des vieilles cartes de 1800, le cours des rivières est complètement différent, parce que les méandres n'arrêtent pas de changer aussi en fonction de la vie de la rivière. Et se dire que si on construit une ville sur une rivière, c'est bien pratique, mais du coup ça veut dire aussi qu'il faut qu'on la canalise, qu'on la maintienne dans un lit plus ou moins artificiel, et donc on décide de se dire la rivière maintenant ne bougera plus. Mais du coup, elle a besoin de bouger la rivière, et donc elle va forcément déborder, il va forcément y avoir des crues sur du bâti, etc. Je pense que ça rejoint un petit peu cette idée de la dune, se dire que oui, ça doit bouger. Ça doit bouger, et nous, on a toujours, enfin je dis nous en tant qu'espèce, en tant que société humaine, tendance à faire des choses qui ne bougent pas. C'est-à-dire que si on construit un bâtiment, on va se dire ce bâtiment, il va être là et il va durer le plus longtemps possible à cet endroit-là. On est plus du tout sur une culture de nomadisme qui va justement s'adapter à ces changements météorologiques, etc. On n'est plus du tout à devoir migrer comme des oiseaux quand il commence à faire froid l'hiver. Et donc c'est cette idée de vouloir aussi perdurer dans le temps, on a forcément des structures, des infrastructures qui vont être immuables par rapport au vivant qui lui va bouger, et ça va finir par entrer en contradiction. Si on reste sur l'exemple des dunes de sable, c'est vrai pour le désert notamment, en tout cas comme en Afrique du Nord, il y a ces questions de désertification et de sable qui avance et qui engloutit des villages, des villes entières. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses. Et alors, j'ai une autre question, peut-être plus pour, enfin non, en fait pour vous trois, je pense. Quelles sont les différentes passerelles qu'il peut y avoir entre les scientifiques et en fait et le public, simplement quelle passerelle de quelle passerelle disposent les scientifiques pour sensibiliser le public justement à ces questions. Alors, on a parlé par exemple de médias, mais par exemple, je pense à vous, vous êtes aussi vulgarisateur au sein de l'association. Voilà, est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple d'action peut-être qui peuvent aider ceux qui nous écoutent en fait à faire appel pour sensibiliser? Bon, je commence, mais je vous laisserai la parole après. Ouais, en tant que vulgarisation, disons que c'est très
très dépendant justement des partenaires qu'on peut avoir. Donc là, je dirais que la passerelle, c'est vous, en termes de public, si vous travaillez dans des médiathèques, dans des bibliothèques, c'est si vous invitez des scientifiques, c'est vous qui leur donnez la parole aussi. Les scientifiques, ils n'ont pas forcément la possibilité de débarquer quelque part en disant bonjour, je fais ça. Des fois, il faut les inviter. Et il y en a beaucoup qui attendent aussi qu'on les sollicite. Donc il faut faire l'effort encore d'aller vers les scientifiques, même si de plus en plus les scientifiques connaissent un peu des canaux de diffusion et vont aussi faire de la vulgarisation quand ils peuvent, savoir qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps, donc c'est aussi important de faire appel à des gens qui font de la médiation, qui ont justement le temps de faire cette passerelle. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, effectivement, les moyens de diffusion, grâce à Internet, on peut dire qu'ils sont immenses aussi. Mais paradoxalement, et c'est aussi là où je voulais en venir, c'est qu'on touche des publics qui sont intéressés. Et c'est pas forcément les publics qui sont les plus pertinents à toucher quand il s'agit de faire de la sensibilisation. C'est-à-dire que moi je le vois, si je fais une sortie nature, les gens qui vont être là, limite je leur apprends pas grand-chose, ils sont juste contents d'être là, mais c'est pas forcément les gens qui vont avoir besoin de sensibilisation, limite. Et les gens qui ont besoin de sensibilisation ne feront pas cette démarche active d'aller chercher les connaissances. Et c'est pour ça que je pense que dans la vulgarisation, ce qui est important, c'est de profiter de cet aspect multidisciplinaire de l'écologie pour le raccrocher un peu à tout. Et il est possible de faire de la vulgarisation écologie et sport, écologie et voiture. Je sais rien, mais au moins on touche des gens qui n'auraient peut-être pas fait l'effort d'aller se renseigner là-dessus avant. Très bien. Et un peu en complément de cette question, on demande, alors parce que du coup, voilà, on peut faire appel aux médiateurs, sur les choses, mais il y en a qui demandent comment, en gros, peut-être comment on peut rentrer en contact avec ces scientifiques. Est-ce que, je pense que vous Mais pouvez... faut pas hésiter. Donc, non, mais pour intervenir aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez contacté directement. Donc, alors bien sûr, hein, je ne demande pas à recevoir 200 emails par jour par la suite, mais donc vous pouvez contacter les gens directement quand vous en entendez parler. Vous pouvez contacter, il y a toujours un responsable communication dans les laboratoires, au sein des universités. Donc, ce sont des gens qui vont ensuite être capables de vous aiguiller vers la bonne personne. C'est vrai, et pour rebondir sur les moyens de communication, donc il y a effectivement souvent des conférences. Alors les conférences, c'est intéressant, on apprend plein de choses. À nouveau, hein, comme disait Hugo Chevalier avant, les gens qui viennent, ils sont déjà intéressés, ils sont souvent déjà conquis. Ce qui peut être, à mon sens, plus efficace ou plus peut-être même aussi plus agréable, c'est tout ce qui est café science, où là, on va échanger directement et plus sous forme de discussion, de questions-réponses, plutôt que 45 minutes de conférence un peu aride. On va échanger directement avec les scientifiques. Donc, il y a des actions qui se font beaucoup dans ce sens-là. Nous, on a des actions également avec les lycées, où on fait des espèces de speed dating entre des scientifiques et des groupes de lycéens pour échanger sur ce que c'est que la vie d'un scientifique, ce sur quoi on travaille, etc. Donc, pour sensibiliser. Et puis, donc, on peut avoir de nombreux formats de discussion, mais à nouveau, il ne faut pas hésiter à contacter une université ou un laboratoire pour vous renseigner. Parfait. Alors, quand même, juste Oui. parmi les différents canaux, il y a les livres, cet objet étrange là, dont on ne parle plus du tout. Vous savez, avec du papier, voilà, il y a quand même des livres de vulgarisation scientifique. Et moi, c'est ce que j'ai fait, des livres de vulgarisation scientifique pour les enfants. Je confirme d'ailleurs que tous les scientifiques que j'ai contactés pour relire, vérifier, valider, tamponner les livres que j'ai pu écrire se sont toujours rendus disponibles sans aucun problème, ont toujours joué le jeu volontiers, parce que je pense qu'il y avait un souci commun de ne pas faire perdurer des erreurs. Et voilà, donc du coup, ça fonctionne. C'est une association qui fonctionne. Et du coup, par le biais des livres, et je ne suis pas du tout la seule à faire ça, il y a des interventions en médiathèque, en bibliothèque, dans les écoles. Voilà, et quand même, là je parle du public enfant,
parce que c'est le public auquel je m'adresse dans mes livres, mais ils sont très, très, très demandeurs d'informations en tout genre sur ces sujets-là. Très bien. Alors, il nous reste 5 petites minutes, donc je vais essayer de vous poser 2 questions que j'ai. Alors, il y en a une première, je pense qu'elle est dans le thème, parce que la personne n'est pas sûre. C'est qu'à Grenoble, apparemment, il y a eu des algues rouges qui venaient du désert et qui avaient dû être transportées par le vent. Et en fait, la personne voudrait savoir si ça pourrait avoir un impact environnemental sur Grenoble, par exemple. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler de ça. Mais en tout cas, si ça devait arriver, voilà, est-ce que vous avez peut-être une idée de soit des problèmes, soit des avantages, peut-être que ça pourrait apporter, pardon. Ouais, mais donc bon, j'habite en montagne dans les Pyrénées, donc le coût du vent qui transporte des choses sur des milliers de kilomètres, on l'a tous les ans avec le vent du Sahara. Cette année, on en a eu un particulièrement fort, hein, où on a eu un épisode de sable porté du Sahara qui est remonté très haut. Mais on le retrouve un peu chaque année, hein, sur les montagnes. On a un petit peu de sable du Sahara qui vient se déposer, ça fait des petits tapis marrons. C'est assez rigolo de se dire que le sable a fait tout ce chemin. Et effectivement, voilà, je sais pas si les algues ont été portées par là. Je sais aussi qu'il est possible que des algues rouges se développent sur les glaciers. Voilà, a priori, j'ai pas connaissance d'impact environnemental lié à ça. Je pense que c'est juste que les algues y trouvent des conditions de développement propices. Euh, mais j'ai pas connaissance d'impact particulier. Je pense que c'est juste que les algues peuvent s'y développer, et si elles ont l'opportunité, elles le font. Voilà. Et je pense que dans la question de cette idée-là, c'est au final un peu à cause du vent, est-ce que ça pourrait pas perturber l'écosystème local en fait? Je pense que c'est un peu ça aussi dans la question. Ouais, du coup, je veux bien rebondir là-dessus parce que c'est aussi un sujet duquel on parle, enfin, justement qu'on nuance peu quand on parle effectivement d'introduction d'espèces, par exemple, qui pourraient impacter un écosystème parce que ces espèces en sont absentes, etc., etc., toutes les fameuses espèces invasives, etc., etc. Les espèces invasives, ça reste un sujet extrêmement complexe. Et chaque espèce est différente, a des caractéristiques biologiques différentes, chaque milieu est différent, donc on peut pas définir de vérité générale. Et souvent, je dis bien souvent, mais souvent les espèces invasives sont des conséquences de la dégradation environnementale. C'est que si on dégrade l'environnement, qu'on perd en biodiversité, qu'on homogénéise des habitats, si une espèce qui est plutôt généraliste, colonisatrice, pionnière arrive là-dedans, elle va pouvoir se développer plus facilement. Parce que baisse de biodiversité, il va y avoir moins de compétition, moins de prédation, moins de régulation, etc. Dans un environnement qui est homogénéisé, elle va avoir une niche écologique, du coup, toute ouverte à elle, ou qu'elle pourra coloniser très rapidement. Et donc on va se dire, c'est pas l'espèce qui en elle-même a fait disparaître la biodiversité, c'est elle a pu se développer parce que la biodiversité avait disparu. C'est souvent le cas. Je dis pas que c'est toujours le cas, hein, bien sûr, les questions sont complexes, mais c'est souvent le cas. Et donc si on se pose cette question d'algues rouges, est-ce qu'elles peuvent être à l'origine d'une perte de biodiversité? Je ne sais pas. Dans le sens où elles vont surtout se développer parce que les conditions leur sont favorables. Après, oui, ça peut être aussi à l'origine d'un cercle vicieux, comme on en avait parlé tout à l'heure, avec une modification environnementale, avec des toxines, avec voilà. Tout ça pour dire que effectivement, c'est dur à dire. C'est pas parce qu'une espèce arrive quelque part que forcément ça va avoir un impact, ou en tout cas pas forcément un impact notable non plus. C'est vraiment du cas par cas. Donc j'invite à se renseigner sur le sujet. Voilà. Tout ça pour dire quand j'en sais rien. Très bien. Et pour conclure par la dernière question, c'est une question pour Monsieur Ferry. Il y a une personne qui voulait avoir un peu votre avis justement sur, alors peut-être par rapport au vent ou en général, mais justement sur la dégradation des paysages, l'impact écologique, un peu plus peut-être, parce que, enfin, voilà, sur ces dégradations-là en fait. Pas que des liés au dérèglement climatique, mais juste l'impact humain, je pense aussi. Je sais pas si c'est... L'impact plutôt sur l'activité humaine ou sur le paysage? Peut-être plus paysage, je crois, dans la question qui m'a été posée. Ouais, alors en fait, c'est très variable, hein, et ça dépend vraiment si le cadre climatique fait du vent l'acteur principal, on va appeler ça le fluide principal dans le paysage, ou si c'est l'eau. Hein, c'est surtout ça. Parce que là où vous avez beaucoup de vent, ou éventuellement les sols sont très arides, on va avoir effectivement une capacité du vent à éroder et à retransporter. Donc, on va modifier les paysages en érodant certaines parties et en redéposant ces matériaux, peut-être juste à côté, peut-être un peu plus loin.
ça va être typiquement des dunes. Hein. Là, on va être dans des systèmes désertiques avec un impact qui est vraiment de déplacer de la matière à la surface. Et donc, changer les paysages de cette façon-là. C'est généralement, sous nos latitudes, hein, évidemment, c'est généralement quelque chose qu'on observe peu, mais on va observer ça sur toutes les zones arides. Et quand je dis aride, on parle de sable dans les déserts, on peut parler aussi de neige dans les déserts blancs. Hein, Arctique, Antarctique, le vent va être le principal agent pour éroder la neige, la redéposer, former des congères et modifier aussi le paysage. Très bien. Je crois que ça a bien répondu à la question, selon le retour que j'en ai. On arrive donc à la fin de cette table ronde et à la fin des questions. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions, pour votre participation. Merci à vous, c'était très intéressant. Et merci également à tous ceux qui nous ont écoutés.